de l'ancien pénitencier fédéral de Philadelphie que c'est l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. On a eu le réflexe de se retourner en se disant « J'ignore ce que c'est, mais je viens de sentir ou d'entendre quelque chose. » Je sens ici une solitude et une tristesse extrême. Et je me souviens m'être dit « Mon Dieu, ils existent vraiment. » Plusieurs personnes prétendent avoir vu des fantômes rôder dans les couloirs de cette prison. Elles disent être capables de prouver que ces lieux sont hantés. On a déjà enregistré des voix ici. Mais les sceptiques affirment que les phénomènes de hantise sont scientifiquement impossibles. Il est possible qu'il existe des fantômes, mais on n'en aura jamais la preuve formelle. C'est pourquoi nous avons voulu enquêter. La science arrivera-t-elle à expliquer les expériences terrifiantes vécues par des témoins dans cette prison? Je voudrais retourner dans cette salle, voir ce qu'il y a exactement. Cette enquête est une première. Grâce à la technologie, des spécialistes vont analyser des perceptions de phénomènes paranormaux afin de distinguer les réponses scientifiques S'il se passe quelque chose ce soir, on a largement de quoi le capter. des interprétations fantasmagoriques. Pour moi, ces expériences menées cette nuit nous en apprennent plus sur les vivants que sur les morts. Pourquoi tant de personnes disent-elles avoir rencontré des spectres dans l'ancien pénitencier fédéral de Philadelphie? Ce lieu concentre plus de témoignages de visions fantomatiques que tout autre endroit des États-Unis. La pierre de cette forteresse a-t-elle le pouvoir de garder prisonnières les âmes tourmentées d'anciens détenus, comme certains le croient? Des énergies puissantes se manifestent dans ce lieu. Je pense que c'est parce qu'elles se sentent retenues. Nous sommes dans une prison, n'est-ce pas? Pendant des dizaines d'années, cet endroit a concentré des émotions, des traumatismes, des drames. Des témoignages oculaires font état de rencontres quasi quotidiennes avec le monde des esprits. J'étais enfermé. Il n'y avait personne autour. Et pourtant, l'endroit fourmillait d'une bonne centaine de fantômes. Ils ont vu ces formes passer en coup de vent d'une cellule à l'autre. C'est ici qu'on entendait des gens marcher, avec le cliquetis de leurs chaînes qui traînaient. Étant donné la multitude des témoignages sur ce lieu, nous avons décidé de mener l'enquête. Aujourd'hui, l'ancien pénitencier de Philadelphie, désaffecté depuis plus de 30 ans, tombe en ruine. Mais il fut autrefois le théâtre de profondes souffrances. Un bastion construit pour incarcérer les pires délinquants. On mourait sans arrêt dans cette prison. D'aucuns sont convaincus qu'à l'intérieur de ces épais murs de pierre, les esprits d'hommes acculés au désespoir continuent de se débattre pour s'évader. Ils appellent ces esprits les fantômes du pénitencier de Philadelphie. Je pense qu'une énergie n'arrive pas à s'échapper de ces lieux, puisque les prisonniers ne pouvaient pas s'en enfuir. L'endroit est devenu une capsule d'activité spectrale. C'est fascinant. L'histoire de fantômes la plus célèbre de toute la période du pénitencier, entre 1829 et 1971, est celle impliquant Al Capone. Le parrain de la pègre de Chicago prétendait être hanté par l'esprit d'une de ses victimes. Des détenus l'entendaient hurler depuis sa luxueuse cellule. Mais ce n'est qu'en 1994 qu'eut lieu le phénomène de hantise le plus spectaculaire. Gary Johnson, un serrurier, participait à des travaux de réhabilitation de cette prison en piteux état, quand une nuit, il fut témoin de choses effroyables. Il se souvient que tout avait commencé par une soirée paisible. Ce soir-là, il s'apprête à extraire une clé cassée dans la serrure d'une porte vieille de 140 ans. Le temps qu'il arrive à la cellule, l'obscurité est tombée. J'étais ici, devant cette cellule, et je n'arrivais pas à travailler sur la serrure, parce qu'il faisait trop sombre, et je n'avais pas emmené de lampe torche. J'ai commencé à dégager les briques qui obstruaient l'entrée, et toutes les 2 ou 3 minutes, j'avais le sentiment que quelqu'un se tenait derrière moi. Mais en me retournant, il n'y avait personne. Gary Johnson a presque fini sa journée de travail quand il a l'impression d'entendre des pierres tomber dans la cellule d'à côté.
Il s'approche pour regarder de l'extérieur et voit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. J'ai vu de mes yeux vus plusieurs spectres qui sortaient très lentement du mur. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou en me disant « Fuis immédiatement d'ici ». Le cauchemar prend forme. J'ai commencé à entendre des chuchotements. C'était une voix qui me soufflait « Reste debout, ne te retourne pas ». À ce moment-là, apparaît un autre fantôme. Il était là, devant moi. C'était comme 3 anneaux brumeux qui décrivaient une tête et un buste. On ne voyait pas les membres, mais c'était 3 cercles de lumière pâle imbriqués les uns dans les autres. Pendant 5 minutes, des formes spectrales se mettent à flotter vers et depuis la muraille. Puis, d'autres apparaissent dans le bloc des cellules. Les spectres traversent la pierre compacte en gémissant de douleur et d'angoisse. Dans leur ballet terrifiant, ils défient les lois de la physique et la perception du réel. Mais Gary Johnson reste convaincu qu'il n'a pas rêvé. Je me souviens m'être mis à marcher très lentement et m'être dit « Mon Dieu, ils existent vraiment ». Mais s'il y a bien eu apparition de fantômes, ceux-ci peuvent-ils vraiment traverser des murs et des objets? C'est une de leurs aptitudes les plus communément admises. Mais est-elle scientifiquement possible? Et qu'en est-il des témoignages de personnes qui prétendent avoir vu, photographié, entendu et senti la présence de fantômes? Les fantômes sont-ils réellement perceptibles par les sens humains et les technologies? Pour mener une enquête approfondie, nous avons réuni dans cette prison au demeurant hantée un groupe de scientifiques et d'ingénieurs de haut niveau. Ils vont utiliser le summum de la technologie pour déterminer si les récits de Gary Johnson et les autres témoignages de vision spectrale peuvent trouver une explication scientifique. L'idée consiste à réunir une équipe de spécialistes de différentes disciplines en leur demandant de se concentrer sur l'existence des fantômes. Jim Moran, psychologue, s'intéresse en particulier à cette prison. Il veut savoir si la question des fantômes peut être aussi psychologique que physique. Ce lieu a la réputation d'avoir été imprégné par des événements négatifs que l'on peut ressentir quand on y vient en visite. L'ancien pénitencier est un ensemble de bâtiments abandonnés et sinistres, marqués par des récits de souffrance. Mais est-il réellement hanté ou suscite-t-il plutôt la hantise de ses visiteurs? Le psychologue Jim Moran et son équipe vont enquêter avec l'aide de technologies et de compétences jamais encore réunies. Ils vont chercher la vérité sur les esprits éventuellement présents dans le lieu et déterminer ce que l'endroit est susceptible de révéler d'inhérent à toutes les histoires de fantômes. La première étape pour l'équipe consiste à dresser une carte très détaillée de l'environnement. Sean Higgins commence par scanner au laser l'infrastructure, et notamment le bloc de cellules numéro 12 où ont été observés plus de phénomènes de hantise que partout ailleurs dans ce lieu inhospitalier. Il va créer une image 3D de la prison avec une précision de l'ordre de quelques millimètres. Cette modélisation aidera les scientifiques à localiser avec exactitude les endroits où des phénomènes seront captés par leurs équipements, avant de déterminer s'il s'agit bien de fantômes. Ce que nous voyons sur l'écran d'ordinateur, c'est une image 3D des endroits qui ont été recréés jusqu'ici. Higgins va poursuivre son lent travail jusqu'à obtenir une modélisation complète du tristement célèbre bloc 12. Ce scanner aidera les scientifiques à détecter et à localiser les bruits paranormaux, ainsi que les hausses ou les baisses de température qui pourraient être interprétées comme des signatures de fantômes. Il leur livrera peut-être aussi des indices pour expliquer les témoignages oculaires, comme ceux de Charles Adams, qui guide les touristes intrigués à travers cette sinistre prison. Là, je me retourne et je vois par-dessus mon épaule la silhouette de cette personne ou de quelque chose.
sortir d'une cellule pour s'évanouir quelques mètres plus loin. Ces témoignages soulèvent une question qui hante notre imagination depuis des lustres. Les fantômes ont-ils une réalité physique objective? Outre ce que l'imagination humaine peut produire comme concept, cette question n'a encore jamais été posée. Cette expérience est l'occasion idéale pour la science de capturer un fantôme. Pendant les 150 ans où ce pénitencier fédéral est resté ouvert, quelques 75 000 détenus y ont séjourné. Les 80 premières années, la plupart du temps, en isolement cellulaire total. Les prisonniers n'avaient aucun contact entre eux, et très peu avec leurs gardiens. La seule lumière filtrant dans les cellules provenait de puits de lumière surnommés l'œil de Dieu. De quoi aliéner les criminels les plus endurcis. Mais ces détenus acculés au désespoir sont-ils devenus les fantômes de l'imposante bâtisse pour y avoir été emprisonnés? Jim Moran explore la prison avec l'historien Paul Kahn, spécialiste du passé trouble des lieux. Il veut apprendre la psychologie de l'endroit et déterminer si elle est susceptible de conditionner les visions fantomatiques. Cette ancienne prison fédérale de Philadelphie est immense. Racontez-moi. Eh bien, elle fait la taille de tout un pâté de maison et elle a été construite en 1829. C'est la première fois qu'on a pensé édifier un bâtiment autour d'une philosophie spécifiquement carcérale. C'est-à-dire? On appelait ça le système pennsylvanien. L'idée était de réinsérer les détenus après avoir pris soin de les isoler dans des cellules indépendantes, de sorte qu'à la fin de leur peine, au moment de sortir, ils se sentent comme de vrais repentants. D'où le nom de pénitencier. Je suis convaincu que les prisonniers de cet établissement ont beaucoup souffert psychologiquement. Car lorsqu'on pense au système pennsylvanien, en dépit de ses intentions soi-disant humaines, c'était un système essentiellement destructif. Un système coercitif et aliénant, dissimulé dans une forteresse de pierre. L'ancien pénitencier de Philadelphie a été conçu en étoile autour d'un moyeu, comme les rayons d'une roue. Au total, 15 blocs cellulaires s'interconnectent via un dédale de cellules et de couloirs. Le bloc numéro 15 renferme les cellules des condamnés à la peine capitale, où beaucoup d'âmes en peine ont passé des heures atroces à attendre la mort. De nombreux prisonniers ont connu ici un isolement absolu, dans des cellules exiguës fermées par de lourdes portes. Mais certains ont enduré pire encore. À côté du bloc des condamnés à mort se trouvent, sous terre et sans la moindre lumière, les cellules de confinement total. Des cachots si solitaires qu'ils rendaient des prisonniers fous. L'enfer sur terre. Une fois intégrée la sinistre réalité des lieux, l'enquête peut à nouveau se concentrer sur les données factuelles, à commencer par les résultats de la modélisation du bâtiment en 3D. Voici une simulation de vol à travers le bâtiment créée à partir du scanner de l'endroit. On commence par entrer dans le bloc qui se trouve juste derrière nous. On passe par la fenêtre et vous observez tous les détails jusqu'au radiateur situé sous la fenêtre. Et vous voyez défiler les rangées de cellules. Cette modélisation aidera l'équipe scientifique à différencier la réalité des croyances populaires. En allumant votre téléviseur, vous constaterez que les chasseurs de fantômes ont le vent en poupe. On entre dans la salle du cercueil. Des étudiants peu rassurés s'aventurent dans un lieu hanté avec des caméscopes grand public. Il fait super froid ici. Ils paraissent toujours déceler une présence paranormale. L'aiguille grimpe à 100 sur le magnétomètre. Mais est-ce réellement si facile de percevoir des spectres? Dave Giuliano ne fait pas partie de notre équipe scientifique, mais c'est un chercheur en paranormal, ce que beaucoup appellent un chasseur de fantômes. Il a été témoin de nombreuses apparitions dans l'ancien pénitencier de Philadelphie. Notre équipe s'intéresse donc à ses récits et méthodes d'investigation. Le voici en pleine chasse.
Nous inspectons différentes zones pour voir si nous relevons des anomalies. Avec son équipe, il a arpenté le bloc 12. C'est l'endroit de la prison où le plus d'apparitions ont été observées. Les outils communément utilisés dans une chasse aux fantômes sont le détecteur de mesure de champs électromagnétiques, les caméras infrarouges, les détecteurs de température et les enregistreurs audio. Nous allons visiter quelques cellules pour essayer d'en trouver plus. D'après Dave Giuliano, ce matériel qu'on peut se procurer facilement serait assez sensible pour prendre en photo et enregistrer des fantômes. Le but est de capturer la preuve physique de la présence d'esprit. En fixant cet appareil devant un appareil photo numérique, on a réussi à prendre au moins 4 apparitions de spectres entiers. Vous voulez dire de forme humaine? Absolument. Et des photos où l'on s'aperçoit que la forme qui est tout à coup présente dans le passage ne s'y trouvait pas à l'œil nu. Les caméras à vision nocturne donnent des images monochromes vertes. Voilà pourquoi tant de vidéos montrant de soi-disant fantômes semblent extraites d'un film d'épouvante. Mais outre ces séries à sensations, la technologie permet-elle vraiment de traquer les fantômes? Jim Sefrin, ingénieur en thermographie, recherche précisément ce que les infrarouges sont susceptibles de révéler sur les fantômes. Pour ces analyses, il utilise une caméra thermique de haut niveau. Son matériel capte les radiations infrarouges en fonction des variations de température. Et dans le cas des fantômes, la température joue un rôle important. De nombreux chasseurs de fantômes pensent que les esprits se manifestent à travers des courants d'air froid, comme la sensation d'avoir la chair de poule ou une chute brutale de température. Sa caméra détecte aussi bien la chaleur que le froid. Les zones plus chaudes apparaissent en rouge, celles plus froides en bleu. Pour vous donner un exemple de la sensibilité de la caméra, je pose ma main sur la surface du mur et je la laisse 5 à 7 secondes. Quand j'enlève ma main, vous voyez qu'elle laisse sur le mur son empreinte thermique. Mais cette caméra n'est capable de détecter des modifications de température que sur les surfaces et non dans l'air environnant. Or, les fantômes sont souvent aperçus sous la forme de halos vaporeux ou brumeux. Ces caméras posent donc un problème aux chasseurs de fantômes. Les caméras infrarouges sont incapables de détecter la vapeur, la buée ou le brouillard. La simple respiration d'une personne peut bloquer la transmission des informations à leur objectif. On peut démontrer assez facilement ce processus. À mesure que Chris se rapproche, il vaporise dans le champ de la caméra des bouffées d'air comprimé provenant d'une bombe dépoussiérante. Et ce que vous voyez apparaître en noir et qui devrait être une zone de froid n'est en fait que l'air issu de la bombe. En d'autres termes, l'air comprimé est non seulement indétectable par la caméra, mais il neutralise aussi les informations infrarouges provenant de la surface située derrière. Ce n'est pas nécessairement que l'air serait froid, mais c'est simplement qu'il empêche la transmission des données. Tout ce qui causerait un déficit de transmission, qu'il s'agisse d'un nuage d'air comprimé ou de l'apparition d'un fantôme, provoquerait un effet similaire. Mais l'absence d'un signal infrarouge ne signifie pas pour autant qu'on a trouvé un fantôme. Cela prouve uniquement que le signal a été bloqué par quelque chose. Alors, quelle preuve pourrait être scientifiquement convaincante? Le chasseur de fantômes Dave Giuliano utilise d'autres appareils pour identifier différentes sortes d'énergie, chaleur, lumière, son, tout ce qui pourrait prouver en soi la présence de spectres. Voici des détecteurs de champs électromagnétiques, analogiques, digital, et ici un haut de gamme, le Melmeter. Le Melmeter détecte l'énergie électromagnétique d'un lieu. Cette énergie inclut la lumière, la chaleur et les radiations. Ainsi, presque tout ce qui nous entoure émet une forme d'énergie électromagnétique que ce détecteur peut capter. Les chasseurs de fantômes recherchent les anomalies comme des lectures anormalement puissantes qui apparaissent ou disparaissent brusquement. Ils pensent qu'un rayonnement électromagnétique inexpliqué est susceptible d'indiquer la présence d'un fantôme. Mais ce type de technologie n'est pas sans poser de problème. Les champs électromagnétiques sont partout. Ils émanent de n'importe quelle source électrique.
Dans cette prison, c'est par exemple l'électricité du réseau passant à travers les murs, les prises et les interrupteurs, qui produit un rayonnement électromagnétique parfaitement lisible au détecteur. En fait, même les appareils utilisés par les chasseurs de fantômes génèrent leur propre champ électromagnétique, comme les batteries de leurs appareils photo et téléphones portables. Les sources électromagnétiques extérieures à la prison compliquent encore le problème. Dans ce cas, si un fantôme doit se manifester par son propre rayonnement, comment les chasseurs de fantômes pourront-ils l'isoler des perturbations environnantes? On a compris que presque tout contrarie les aiguilles ultrasensibles de ces appareils et que ces fausses alertes proviennent d'impulsions électriques et pas nécessairement de fantômes. Peut-être que le secret se cache dans la question suivante. De quoi exactement sont faits les fantômes? Serait-ce d'autre chose que les atomes qui nous constituent? On pourrait imaginer que les fantômes sont composés d'une substance plus exotique que les atomes. Plus exotique et infiniment plus effrayante. Je me souviens de toutes ces formes qui sortaient très lentement des murs. Le serrurier Gary Johnson fut terrifié de voir des spectres traverser aussi facilement la matière. C'est là que j'ai entendu un avertissement qui me disait de fuir immédiatement. Dan Hooper, spécialiste d'astrophysique théorique, applique les principes de la science à ses témoignages oculaires. S'ils se vérifient, cela semblera indiquer que les fantômes pourraient bien défier les lois de la physique terrestre. Je vais mettre un instant de côté mon scepticisme pour imaginer qu'il y a une espèce d'entité qui séjourne dans ce lieu ou ailleurs et qu'elle agit de la façon dont nous pensons que les fantômes se comportent d'après ce que nous dit la culture populaire. Pour un scientifique comme Dan Hooper, cela soulève une question fondamentale. De quoi sont faits les fantômes? D'énergie, d'atomes ou de quelque chose d'autre? On part du principe que ces entités sont capables de se mouvoir à travers des murs compacts comme ces murs de béton, donc elles les traversent comme si c'était de l'air. Or, si les fantômes sont visibles à l'œil nu et qu'ils revêtent une forme physique ou une autre, y compris celle du brouillard ou d'un halo lumineux, on en déduit logiquement que, comme la plupart des choses dans l'univers, ils sont faits a priori d'atomes, c'est-à-dire de la masse constituante de toute matière. Le problème que pose cette théorie, c'est qu'autour du noyau de chaque atome tournoient des électrons. Des électrons produisant une force répulsive si puissante qu'elle repousse toute autre matière. Voilà pourquoi les solides ne peuvent pas traverser d'autres solides. Aussi, qu'arriverait-il si des fantômes faits a priori d'atomes essayaient de traverser les murs? Si nous partons du principe que les fantômes sont faits de la même matière ordinaire que les choses auxquelles nous sommes habitués, dans ce cas, ils ne peuvent pas voyager à travers des objets solides. Ils s'arrêtent exactement comme je bloque ma main avec l'autre, ou comme ma main s'arrête quand je l'appuie contre un mur. On pourrait imaginer au contraire que les fantômes puissent être faits de quelque chose de différent, pas des atomes, mais une substance plus exotique. Ainsi, les fantômes pourraient être faits de particules connues sous le nom de neutrinos. Ce n'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'on surnomme les neutrinos des particules fantômes. La matière constitutive la plus plausible découverte par la science pour définir les apparitions, ce sont donc les particules fantômes. Si les fantômes sont bien constitués de neutrinos, à la différence de la matière conventionnelle, leurs particules ne sont pas entourées d'électrons. Sans couche d'électrons pour les entourer, ces particules ne transportent pas de charge électrique. Et sans charge, elles ne disposent d'aucune force répulsive pour se heurter à la matière. Elles peuvent au contraire traverser tous les objets de la nature, et notamment les murs d'une prison. Elles passent à travers tout. C'est pourquoi on les appelle des particules fantômes. Il suffit que je tienne ma main levée une seconde pour qu'elle soit traversée par des millions de neutrinos. On peut donc être tenté de penser que les fantômes se composent de particules comme les neutrinos, qui leur permettent de traverser la matière. Mais dans ce cas, il y a un hic. Ils n'émettraient pas de lumière ou de radiation électromagnétique comme ils le font. Et voilà comment on revient au point de départ. Un fantôme fait de neutrinos pourrait effectivement traverser un mur compact, ce qui expliquerait la vision du serrurier.
Mais il serait indétectable par la technologie utilisée par les chasseurs de fantômes. Et s'il est indétectable, il se pourrait qu'il n'y ait aucune preuve scientifique tangible que les fantômes existent. Alors que, paradoxalement, les apparitions continuent de se produire. Je sens vraiment quelque chose. Ça a commencé dès qu'on est entré dans ce bloc de cellules. J'ai l'impression qu'on traverse un courant d'énergie. On dirait même que c'est une énergie qui entre et sort rapidement des cellules. C'est aussi ce que les autres personnes ressentent, cette énergie qui s'élance d'un endroit à l'autre? Oui, et visuellement, elles voient apparaître fugacement quelque chose dans un coin de leur champ de vision, ou bien derrière elles. Comme de nombreuses personnes à travers le monde qui croient aux fantômes, Charles Adams a souvent l'impression de se trouver en présence d'esprits. Aussi, Jim Houran a voulu tester ce que la psychologie appelle le biais cognitif, en d'autres termes, le pouvoir de la suggestion. La psychologie montre que les gens croyant volontiers aux fantômes sont bien plus susceptibles que les autres de signaler ce qu'ils pensent être des rencontres paranormales. Pour explorer ce concept de biais cognitif, Jim Houran a mis au point une expérience. Si l'hypothèse du biais cognitif se vérifie, nous devrions pouvoir confirmer que les gens qui croient le plus aux activités paranormales et qui s'attendent à en être témoins ce soir sont ceux qui vivent les expériences les plus intenses et les plus fréquentes. Nous allons voir si ça tient debout. Jim Houran a rassemblé 2 groupes de volontaires. Chaque participant a été rigoureusement sélectionné à partir de questionnaires et d'entretiens psychologiques. Nous allons visiter une partie de la prison où presque personne ne va jamais. Les participants viennent de milieux différents et croient au paranormal à des degrés divers. Jim vient de leur présenter des informations contradictoires. Il a suggéré à un groupe que cette prison est en proie à de fréquentes manifestations de hantise et a fait croire à l'autre qu'il ne s'y passe presque jamais rien. Vous êtes dans une prison désaffectée et en plein délabrement. Il y a donc des risques pour votre sécurité. Alors je vous demande de ne pas vous éloigner et de m'avertir si à un moment ou à un autre vous souhaitez arrêter l'expérience. Après que les volontaires aient exploré les lieux, il part en inspection avec le groupe auquel il a suggéré que les lieux étaient hantés. C'est curieux, j'ai l'impression d'entendre clairement quelqu'un crier. J'étais ici et j'ai dit « T'as entendu ?» Il m'a répondu « Oui ». Vous voulez dire que vous avez entendu tous les deux la même chose? Oui. Exactement la même chose au même moment? Absolument. Jim va vérifier avec une autre membre du groupe auquel la même suggestion a été faite. Emma a ressenti une étrange sensation dans le bloc 14. Dans cette pièce? Oui. Vous êtes entré ici, et que s'est-il passé exactement? Eh bien, il faisait beaucoup plus sombre de ce côté. Je me suis sentie mal à l'aise. J'ai eu peur de revenir en arrière en tournant le dos. C'était pas comme une personne dont j'aurais entendu le bruit des pas sur le sol. C'était plutôt la sensation d'avoir quelqu'un qui se trouve tout près de moi, mais qui n'était pas nécessairement humain. Emma a été l'une des volontaires les plus fascinantes de cette expérience. C'est elle qui croyait le plus dans les manifestations paranormales et qui s'attendait le plus à ce que quelque chose lui arrive. Par conséquent, on ne devrait pas être surpris qu'elle ait vécu un type d'expérience qui l'ait vraiment troublée. Jim effectue ensuite sa tournée avec le groupe auquel il a raconté que des apparitions étaient peu probables. Dites-moi, vous avez ressenti quoi que ce soit d'étrange jusqu'ici? La seule chose que j'ai remarquée, c'était une cellule un peu plus froide que les autres. Vous ressentez quelque chose? Non, rien. D'accord. Y a-t-il quoi que ce soit qui se passe que vous trouviez bizarre? Je ne dirais pas que je n'ai jamais eu cette sensation, mais j'ai senti tous mes sens très en éveil, et mon cœur battre beaucoup plus vite, et... Vous voudriez quitter cet endroit tout de suite? Non, c'est bon. Mais vous ne seriez pas avec moi ici, je ne resterai pas seul très longtemps. Tout au long de cette nuit de recherche, les degrés de prédisposition à croire ont influencé les perceptions des participants.
Ainsi, le groupe auquel il avait été suggéré que les fantômes fréquentaient ces lieux a ressenti plus volontiers les sensations d'une présence inexpliquée. C'est là un défi difficile à relever dans l'analyse de témoignages. Parfois, la perception est réelle. En d'autres termes, pour peu que l'esprit croie sincèrement, le corps réagit comme à un stimulus réel. Mais pourquoi dans un lieu comme l'ancien pénitencier de Philadelphie, tant de personnes ressentent-elles la présence de spectres? Est-il pensable que cet endroit sinistre renferme quelque chose qui donne vie au paranormal? Les scientifiques ont commencé à installer leur matériel pour mener une grande expérience de chasse aux fantômes. Pendant toute une nuit, ils vont enregistrer toute activité susceptible de se produire dans le bloc 12. Ils espèrent trouver la preuve d'une présence fantomatique et sont pour cela dans un lieu privilégié, le bloc de cellules numéro 12, connu pour être l'épicentre des activités surnaturelles dans cette prison. Mais ils veulent d'abord répondre à une question spécifique sur les rencontres faites ici. Je suis entrée dans cette cellule, j'ai heurté une matière, et c'est là que j'ai vraiment pensé que j'avais senti quelque chose me passer devant. Le psychologue Jim Moran et les ingénieurs acousticiens Bob Behrens et Steve Afrique veulent découvrir pourquoi cet ancien pénitencier fédéral génère plus de témoignages d'apparitions que presque tout autre bâtiment des États-Unis. Est-il réellement hanté, ou se peut-il que ces lieux cachent un élément capable de déchaîner la terreur? Ils ont néanmoins leur théorie. Il pourrait ne pas s'agir d'esprit, mais simplement d'ondes sonores. Les scientifiques vont tester l'hypothèse selon laquelle des fréquences ultra basses, appelées aussi infrasons, peuvent susciter des réactions de peur capables de se traduire par des visions soi-disant fantomatiques. Les infrasons sont comme un bourdonnement que notre oreille ne peut pas percevoir. Et selon les environnements, les gens peuvent éprouver des sensations de picotement, de malaise, d'anxiété, voire de terreur, comme s'ils se sentaient épiés. Bref, un tas d'émotions négatives qu'on associe facilement à un lieu de détresse et de tragédie comme celui-ci. Les ingénieurs utilisent pour cette expérience un générateur d'infrasons. Son rôle, émettre des ondes sonores issues de fréquences ultra basses. Mais l'appareil générera-t-il en même temps la sensation d'une présence surnaturelle? On place l'appareil dans le bloc de cellules numéro 11. Le bloc 14, suffisamment distant pour ne pas être soumis aux infrasons, permettra d'établir une comparaison. Rassemblez-vous ici, en demi-cercle. Les volontaires vont explorer les deux blocs, afin que Jim Moran voit si leurs expériences diffèrent. Je m'attends à ce qu'on recueille des expériences dans les deux blocs, mais qu'il y en ait davantage dans le bloc soumis aux infrasons. Là aussi, les participants ont été sélectionnés pour leur provenance de milieux très différents et pour leur croyance au paranormal à des degrés divers. Tout le monde est prêt? Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vaille la peine d'être signalé, dites-le. Allons-y, je vous laisse explorer. Jim Moran et ses participants inspectent le bloc 14 qui ne reçoit pas d'infrasons. On arrive à la fin du premier bloc. Quelqu'un a-t-il eu de nouvelles sensations? Ce bloc suscite peu de réactions de la part des croyants comme des sceptiques. Bien, on va passer dans l'autre bloc. Souvenez-vous, ne parlez pas et faites attention à tout ce qui vous entoure. Prêt? On y va. À peine entrés dans le bloc 11, soumis aux infrasons, les réactions sont éloquentes.
Les effets de ces infrasons sont si spectaculaires que je les ressens moi aussi. Au bout du couloir, ça n'était pas le cas. Mais maintenant que je suis dans ce couloir, je perçois les vibrations dans mon corps. Je ressens déjà de l'anxiété et je ne suis pas à l'aise du tout. C'est incroyable. Je sais ce qui se passe et je me sens malgré tout mal à l'aise. Allons voir s'ils ont les mêmes sensations. Je suis ici depuis 5 minutes et je me sens déjà déprimé. Je capte l'isolement, la solitude terrible de ce lieu. C'est horrible. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne me sens pas bien ici. En me dirigeant vers l'arrière de la cellule, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus lourde que par ici, et comme un peu déstabilisée physiquement. Déstabilisée, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en marchant, j'ai été étourdie d'un seul coup, et je me suis demandé d'où ça venait. Et plus je marchais vers le fond, plus j'avais l'impression d'être lourde, alors que ça a l'air de s'atténuer en revenant par ici. Quelles sont vos impressions? Je ressens de la tristesse et je vois des ombres noires flotter tout autour. On n'aperçoit pratiquement pas le ciel. C'est purement émotif ou vous ressentez aussi quelque chose physiquement? J'ai le sentiment d'une solitude extrême et d'une grande tristesse. Peut-être que la personne qui était enfermée ici a regretté amèrement ce qu'elle a fait. Je me suis senti mal à l'aise d'être ici. Mais comment les infrasons peuvent-ils avoir des effets aussi spectaculaires? L'infrastructure de l'ancien pénitencier fédéral de Philadelphie en fait un incroyable amplificateur naturel de son à basse fréquence. À mesure qu'on s'approche du générateur d'infrasons, une réaction physiologique inhabituelle se produit. Bien qu'inoffensives, les ondes pénètrent notre organisme et font vibrer les petits os de notre oreille interne, en agissant sur notre équilibre et en distordant notre perception des sons. Dans des cas extrêmes, les infrasons peuvent affecter aussi la vue en faisant vibrer les globes oculaires. Ceci peut provoquer d'étranges visions, parmi lesquelles des images distordues et des flashs de lumière. Les infrasons ont clairement influencé les perceptions des sujets testés, y compris celles des personnes sceptiques. Elles les ont mis mal à l'aise ou les ont effrayées. Les chercheurs sont stupéfaits de ces résultats visiblement concluants. Ce qui s'est passé ce soir a été formidable. Je souris un peu parce que je n'étais pas sûr de ce qu'on allait apprendre. Je connaissais les récits anecdotiques sur le pouvoir des infrasons, mais je ne savais pas quel crédit accorder à ces théories, et j'ai été très impressionné. Ce que certaines personnes perçoivent comme des fantômes pourrait donc n'être que le résultat provoqué par des infrasons. Des basses fréquences générées et amplifiées depuis un ventilateur tournant quelque part dans la prison ou qui proviennent du grondement d'un camion ou du passage lointain d'un train. Les scientifiques ont identifié des explications plausibles pour la plupart des récits de rencontres surnaturelles. Mais ces explications ne réfutent pas pour autant l'existence de fantômes. Elles sont juste des propositions pour interpréter les récits des témoins. Le moment est donc venu de mener notre grande expérience, surveiller toute une nuit le bloc 12. On dispose de caméras vidéo, de capteurs de mouvement, de sorte qu'on essaie de répondre sérieusement à la question « Oui ou non, se passe-t-il ici quelque chose d'anormal ?» Tout un attirail d'outils de très haute technologie déployés dans l'espoir de capter une manifestation de l'au-delà. Les caméras thermiques infrarouges utilisées habituellement en laboratoire enregistreront les modifications de température. Les détecteurs de champs électromagnétiques se chargeront de relever le passage d'une énergie potentiellement spectrale. Placés aux 3 étages du bâtiment, des détecteurs acoustiques enregistreront les bruits qu'un fantôme pourrait émettre, comme un cri dans la nuit ou des bruits de pas. Quant aux caméras de vidéosurveillance avec vision nocturne placées aux 2 extrémités des couloirs, elles serviront à capter les éventuelles images de spectres glissant dans l'obscurité. Bref,
Une embuscade virtuelle et très high-tech. L'ancien pénitencier de Philadelphie est resté verrouillé toute la nuit. Le bloc de cellule numéro 12, qu'on croit hanté, a été bardé de capteurs et de détecteurs ultra performants. Le lendemain matin, l'équipe de scientifiques vient relever les enregistrements du matériel de surveillance. Va-t-elle découvrir la preuve formelle de la présence de fantômes? Bob Behrens, ingénieur acousticien, a décelé un curieux événement survenu dans l'enregistrement audio vers 3h15 du matin. Voici la courbe du bruit de fond habituel qu'on peut entendre. Et puis tout à coup, on remarque cette pointe hérissée qui apparaît aux alentours de 3 heures. Aussitôt, l'équipe de scientifiques cherche dans les autres relevés quelque chose qui puisse correspondre à cette anomalie acoustique. Attends, je finis de localiser les données infrarouges enregistrées autour de 3h15. Les images infrarouges révèlent effectivement un événement inhabituel au moment précis où le pic sonore a été enregistré. Mais s'agit-il d'un fantôme ? Juste après 3 heures, les micros ont capté des infrasons au seuil des fréquences audibles par l'oreille humaine. Les autres instruments n'ont rien relevé, à l'exception des caméras thermiques infrarouges qui ont saisi près d'une lucarne un halo bleu s'amplifiant et indiquant un courant d'air plus froid que la température des murs. S'agit-il enfin de la manifestation physique d'un esprit ? Cette saute me rappelle la pluie qui tombe. Je connais d'expérience le spectre de la pluie qui tombe sur un toit, et ça y ressemble. Vous avez quelque chose qui confirmerait ça? Non, on a juste en haut de la lucarne une tache que j'interprète comme de l'humidité. Justement, je trouve que cette zone très humide coïncide bien avec la courbe du son que fait la pluie quand elle tombe sur un toit. N'importe quel témoin oculaire aurait pu interpréter ces relevés comme la manifestation d'un fantôme ou d'un esprit, quelque chose de surnaturel. Des bruits sinistres, une baisse soudaine de température, un halo bleuté. Mais les données enregistrées suggèrent un coupable beaucoup plus naturel. En s'infiltrant par les interstices du puits de lumière, la pluie a donné lieu à d'inhabituelles lectures, en se manifestant par une tache bleutée et d'apparence fantomatique. Et la baisse subite de température, on la doit simplement à la conduction thermique. Les écoulements d'eau dans le bâtiment ont rapidement rafraîchi les murs de pierre. Dans ce cas précis, la prison et les conditions météo ont créé un scénario idéal suggérant que le lieu était hanté. Il est donc possible que, selon leur infrastructure, certains environnements, tels que l'ancien pénitencier fédéral de Philadelphie, produisent des stimuli physiques, comme les infrasons qu'on a relevés. On n'est donc plus dans le domaine de l'imagination humaine, mais dans la réalité physique d'un lieu qui influence les gens par des manifestations dont ils ne sont pas au courant. Autrement dit, ces manifestations paraissent sincèrement réelles aux personnes qui pensent avoir vu ou senti un fantôme. L'équipe a découvert des explications possibles pour la plupart des récits d'apparition. L'environnement, les lieux et même les croyances et prédispositions des gens jouent un rôle dans les rencontres paranormales. Pourtant, les fantômes en tant qu'entité n'ont toujours pas fait leurs preuves auprès des scientifiques. Nous avons appris énormément de nos expériences. Les fantômes restent un phénomène inexpliqué. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont du point de vue scientifique, et nous ne le saurons peut-être jamais. Voilà pourquoi sceptiques et croyants en parlent comme d'un mystère. Nous n'avons exploré ici que 2 hypothèses.
Mais une multitude d'apparitions et de bruits inexpliqués restent dans l'attente de réponses scientifiques.